Aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai ignoré tous les signaux. Le téléphone retourné face contre la table. Les douches interminables, 2 fois par jour. Le parfum à 700 € qu'il n'avait jamais porté avant. Les vêtements moulants pour aller travailler dans un entrepôt logistique. L'épilation quotidienne, alors qu'avant il s'en fichait complètement. Les appels vidéo dans la salle de bain, porte fermée à clé. La salle de sport à 70 km de chez nous, alors qu'on en avait une dans notre quartier. Et ce jour-là, le 29 octobre, le jour où il a pris sa plus belle tenue, son meilleur parfum, ses chaussures neuves, pour aller voir un fournisseur au travail. C'était le jour de son anniversaire à elle. Pendant qu'il me disait qu'on allait prier ensemble pour sauver notre mariage. Pendant qu'il me jurait sur la Bible qu'il n'y avait rien. Pendant que je cherchais un psychologue pour comprendre pourquoi je devenais folle. Je m'appelle Camille. J'ai 28 ans. Et voici l'histoire de comment j'ai choisi de croire ces mensonges plutôt que mon intuition. Parce que la vérité était trop douloureuse à accepter. Parce que j'avais trop peur de revivre l'abandon de mon père. Parce que j'aimais cet homme depuis mes 19 ans. Ma mère a rencontré mon père très jeune. Elle s'est mariée avec lui toute jeune. Et je suis arrivée par surprise. Je n'étais pas une enfant planifiée, mais je suis arrivée quand même. Ma mère n'a découvert que j'étais une fille qu'après ma naissance. Mon enfance jusqu'à mes 8 ans, j'étais fille unique. J'avais une relation très forte avec mon père. J'adorais cette proximité qu'on avait. Puis un jour, mes parents ont décidé d'avoir un autre enfant pour sauver leur mariage. Vous savez, cette idée stupide que les gens ont quand leur couple bat de l'aile. Mon petit frère est né. Le mariage n'a pas été sauvé. Au contraire. Mes parents se sont séparés de corps dans la maison. Mon père vivait avec nous, mais il ne partageait plus rien. Quand j'avais 14 ans, ma mère est tombée enceinte de ma petite sœur. Séparée de corps de mon père. Ça s'est passé quand même, une fois. Ma sœur est née. Ma mère a fait une dépression postpartum sévère. J'accompagnais ma mère aux consultations médicales à 14 ans. Je m'occupais d'elle. 3 mois après la naissance de ma sœur, mon père est parti. Je l'ai vu partir. Prendre ses affaires et s'en aller. Pendant 6 ans, je me suis culpabilisée. Je pensais que si leur mariage avait échoué, c'était parce que j'étais une enfant non désirée. Que j'étais la raison de leur séparation. Pendant 6 ans, je me suis questionnée sur ma propre existence. Pourquoi j'étais là? Pendant 6 ans, je me suis occupée de ma mère en dépression. De ma petite sœur. De mon petit frère. Parce que ma mère n'avait pas la force de s'occuper d'eux. J'ai dû travailler pour aider financièrement à la maison. On a vécu des moments très difficiles. La faim. Les coupures d'électricité. Les bains à l'eau froide puisés dans des seaux parce qu'on n'avait plus d'électricité pour chauffer l'eau. Nos voisins nous aidaient avec de la nourriture. On recevait des paniers alimentaires des Restos du Cœur. L'église nous aidait énormément. Avec des vêtements, de la nourriture, un vrai soutien. Toute mon enfance et mon adolescence, j'ai été le pilier de ma famille. Le soutien de ma mère pendant que mon père n'était plus présent. Après 6 ans de silence, j'ai décidé de pardonner à mon père. C'était la meilleure décision de ma vie. Parce que j'ai découvert que l'échec de leur mariage n'avait rien à voir avec nous, les enfants. C'est à partir de ce moment-là que ma vie a vraiment commencé à avancer. Parce que tant que je gardais cette rancœur contre mon père, tant que je n'acceptais pas son abandon, je n'étais pas heureuse. Quand j'ai réussi à vraiment lui pardonner et à l'accepter comme mon père, indépendamment de ses choix, j'ai pu vivre une vie plus tranquille. À 15 ans, j'ai eu la brillante idée de sortir avec un garçon de l'église. J'aimais beaucoup ce garçon. Il était un peu plus âgé que moi. On a commencé à sortir ensemble. Ma mère m'a laissé faire parce qu'elle pensait qu'il valait mieux que je sorte avec quelqu'un sous son toit plutôt qu'en cachette. On est sortis ensemble environ 3 mois. Ce fut assez chaotique. Après 2 mois, j'ai découvert qu'il avait une fille. Il me l'avait cachée. Je l'ai découvert par hasard. Il portait toujours des hauts à manches longues et très serrés. Il ne me laissait jamais m'approcher trop près de lui. Un jour, sans faire exprès, je l'ai touché. Le haut s'est soulevé. Il avait un cœur tatoué avec le prénom d'une femme. J'ai demandé qui c'était. C'était sa fille. J'ai été déçue, mais je l'ai pardonné. Je suis restée avec lui. Après tout, il allait à l'église aussi. Après 3 mois, il m'a dit qu'il voulait rompre. Que ça n'allait plus entre nous. Je ne comprenais pas trop. Le lendemain, j'ai attrapé la varicelle. Je n'ai plus mis les pieds à l'église pendant plusieurs semaines. Il pensait que je ne venais plus à cause de lui. Que je souffrais trop de notre rupture. Mais non. J'étais juste malade. Puis j'ai découvert qu'il avait rompu avec moi parce qu'il sortait avec une autre fille de l'église. Ils se sont fiancés. À la fin de l'histoire, il était marié à une 3e personne. Il avait 2 enfants avec cette personne, je crois. Il avait cette petite fille de 4 ans à l'époque. Et peut-être un autre enfant. Cette femme mariée à lui est venue frapper à la porte de sa nouvelle fiancée. Elle lui a dit « Regardez, un tel est marié avec moi. » Le type a disparu dans la nature. Je me souviens m'être dit que j'avais eu de la chance. Que j'aurais pu rester avec lui,
me fiancer et recevoir sa femme légitime à ma porte. Cette histoire m'a traumatisée. Même si ça n'avait duré que 3 mois. J'avais 15 ans. Et cet homme était déjà marié. J'ai été très marquée par ça. Je l'ai rencontré quand j'avais 19 ans. On habitait le même quartier. Moi dans la rue du haut, lui dans la rue du bas. On avait fréquenté les mêmes écoles. On allait aux mêmes endroits. J'étais amie avec ses amis. Il avait les mêmes amis que moi. Mais on ne s'était jamais croisés. Jamais vus. Je l'ai rencontré dans le groupe de prière de ma mère. Ma mère organisait des réunions dans le garage de la maison. Je l'ai rencontré là. J'ai toujours aimé les hommes grands. Quand je l'ai vu, il n'était pas spécialement beau. Mais je l'ai trouvé charmant. Il était simple, gentil, vraiment drôle. Je suis tombée sous le charme de sa façon de parler. De sa façon d'être. De son humour. Ce soir-là, j'étais à la réunion, lui aussi. J'avais 19 ans, il en avait 17. Je suis 2 ans plus âgée que lui. Je me souviens lui avoir demandé « C'est quoi ton prénom ?» Il me l'a dit. « C'est quoi ton numéro ?» Il m'a regardé bizarrement. « Oui, c'est quoi ton numéro ?» Il me l'a donné. On a commencé à discuter. À l'époque, je l'aimais bien comme ami. Vraiment juste comme ami. On discutait énormément. J'allais le voir jouer au foot. J'adorais le regarder jouer. Il faisait du vélo, j'allais marcher à côté de lui pendant qu'il roulait. On parlait de tout. C'était une amitié vraiment chouette. J'avais très peur de peut-être tomber amoureuse de lui. Parce que notre amitié me suffisait. Même si tout le monde à l'église disait qu'on sortait déjà ensemble ou qu'on s'était embrassé. Mais je ne l'avais jamais embrassé. On était juste très amis. Après 8 mois d'amitié, j'ai su que je l'aimais. Mais je ne voulais pas lui dire. J'avais peur de gâcher notre amitié. Je me souviens avoir beaucoup prié. J'ai demandé à Dieu, est-ce que c'est vraiment ce que je veux pour ma vie? Un petit ami maintenant? Je voulais partir en mission à l'étranger à l'époque. Faire des études. Partir en mission humanitaire. J'avais plein de projets. J'ai toujours pensé que si je me mettais en couple, ce serait pour me marier. Mais comme je n'ai jamais vraiment cru au mariage, jamais cru à l'amour qui dure toute une vie, l'idée d'une relation amoureuse ne m'attirait pas vraiment. Mais je l'aimais. Je me suis dit, je vais prier pour savoir si c'est ce que je veux. Vous savez, quand on est ado et qu'on va à l'église, on fait des prières bizarres. Des prières où on met Dieu à l'épreuve. On dit, Dieu, si telle chose se passe, c'est que c'est ta volonté. Qui n'a jamais fait ça, franchement? Je me souviens avoir dit, Dieu, si c'est ta volonté qu'on soit ensemble, qu'il arrive aujourd'hui au match avec quelque chose de jaune. Un accessoire jaune. N'importe quoi de jaune. Il n'aime pas les couleurs vives. Il aime les couleurs neutres. Toujours. Je me suis dit qu'il n'allait jamais venir avec quelque chose de jaune. J'y suis allée. Je l'ai regardé jouer sur le terrain. C'était un match amical très important pour lui et ses amis. Tout le monde était là. Il est arrivé. Avec un bracelet jaune. Des chaussettes jaunes. Et un maillot jaune. Tout jaune. C'était une prière que j'avais faite toute la semaine. J'avais choisi une couleur au hasard. Il était en jaune de la tête aux pieds. Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Je me suis même demandé si ce n'était pas juste ma tête. Je me suis dit, non, j'ai fait ces prières toute la semaine, c'est peut-être le diable qui a entendu et qui l'a habillé en jaune. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce garçon. En même temps, j'avais très peur des déceptions. J'ai dit à ma mère, « Maman, je crois que j'aime bien Julien. » Elle m'a répondu, « Fais attention, Julien est quelqu'un de bien. Tu n'es peut-être pas prête maintenant pour une relation. Tu veux partir à l'étranger, tu veux faire plein de choses. » Je commençais déjà mes études à l'époque. Je lui ai dit, « Je crois que j'aime Julien. Qu'est-ce que je fais? » Je suis allée lui parler, « Julien, je t'aime bien. » Il m'a dit, « Ah, moi aussi je t'aime bien. » Qu'est-ce qu'on fait? 2 ados qui discutent. Je sais pas. Moi non plus. Et on en est resté là. Je me souviens que les jeunes de l'église aimaient bien se retrouver pour des soirées. Soirée popcorn, soirée hot dog, ce genre de choses. Ce soir-là, c'était la soirée hot dog. Lui et moi, on a accompagné quelqu'un chez lui. C'était tout près, 2 rues plus haut. Sur le chemin du retour, il m'a demandé en couple. J'étais super gênée. Je me suis dit, oh là là, maintenant je vais devoir l'embrasser, j'ai toujours été très timide. Qu'est-ce que je fais? On est devenus officiellement en couple ce jour-là. C'était le 22 août 2013. Un samedi soir. Je me souviens très bien de cette date. J'étais extrêmement heureuse. J'étais en couple avec la personne que j'aimais. Que j'avais longuement observée avant de me décider. Et je savais que c'était ce que je voulais. Avant de faire quoi que ce soit, je réfléchis beaucoup aux conséquences. J'avais étudié qui il était pendant longtemps. Étudié sa famille. Qui il était en tant que personne. Si c'était quelqu'un qui aimait travailler. Les principes de base, vous voyez. Je pensais vraiment que cette relation était ce que Dieu avait pour moi à ce moment-là.
On a commencé à sortir ensemble. Je me souviens que sa famille, sa mère et sa sœur, étaient un peu jalouses. Il avait 17 ans à l'époque. Elles étaient un peu réticentes à l'idée qu'il ait une petite amie. Si c'était la bonne chose à faire. C'était une jalousie de mère et de sœur, typique. Je comprenais que c'était de la protection. Genre attention avec cette fille, connaissez d'abord sa famille. La famille montrait qu'ils avaient des valeurs. Ça me rendait heureuse. Je me disais que sa famille se souciait de qui il fréquentait. C'était plutôt bon signe. Ce n'était pas n'importe quel garçon dont la mère et la famille se fichaient de qui il voyait. Quand elles ont commencé à être un peu jalouses de moi, je voyais ça comme quelque chose de positif à l'époque. Une forme d'attention de leur part. On a continué notre relation. On continuait les activités à l'église. Il est devenu responsable de groupe. Moi aussi j'étais responsable. On grandissait ensemble dans la foi. À ce moment-là, je faisais déjà mes études. Il a commencé à travailler quand on s'est mis ensemble. Dans le déchargement de camions. Je l'encourageais toujours à étudier, à se former, à faire des études supérieures. On grandissait ensemble. Je faisais mes études, j'étais réceptionniste. Je gagnais le salaire minimum. J'allais en cours. Je faisais des gâteaux à vendre devant la fac pour gagner un peu d'argent. Lui travaillait. On avançait vraiment ensemble. Main dans la main. Notre relation marchait très bien. On était très heureux. Enfin, j'étais très heureuse avec lui. On partageait tout. On était toujours ensemble. Toujours à l'église ensemble. On était tellement amis, tellement proches, tellement complices, que les gens pensaient qu'on était frères et sœurs tellement notre relation était saine. C'était une relation vraiment saine. Je me souviens qu'on avait prévu de ne pas aller plus loin physiquement avant le mariage. Je ne voulais rien faire avant d'être prête. Je pensais que je ne voulais pas faire les choses juste parce qu'il le voulait. Je voulais les faire parce que moi, je le voulais. Je ne me sentais pas prête. Pour lui, c'était bien comme ça. Lui non plus ne se sentait pas prêt. C'était calme et détendu dans notre relation. On advocate tranquillement. Il m'a demandé en fiançailles. Une fois il m'a dit quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Je ne lui ai jamais demandé par la suite. Quand on s'est fiancés, c'était, d'après lui, la pire chose qui lui soit arrivée. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Après 3 ans de relation, on s'est fiancés. On est resté 4 ans fiancés avant de se marier. Quand il a parlé de fiançailles, on est allé acheter les alliances. Il est venu chez moi pour qu'on se fiance. Mais je pensais qu'il allait me demander en sortie romantique. On n'est pas sortis. J'ai trouvé ça super bizarre. Sa famille n'est pas venue aux fiançailles. C'était juste ma mère et mes frères et sœurs qui étaient là chez nous. Je pensais qu'on allait sortir après. Il ne m'a pas invité à sortir. Sa mère n'est pas venue. Sa sœur n'est pas venue. Je n'ai jamais compris. Plus tard, il m'a dit qu'il n'aimait même pas se souvenir de ce jour. Que ce jour avait été horrible pour lui. Mais je n'ai jamais compris pourquoi. Je n'ai jamais demandé. Jamais. C'était récent quand il m'a dit ça, bien après. Je n'ai jamais su que ça avait été quelque chose de négatif pour lui. Je ne sais pas si c'est parce que sa famille n'était pas venue. Ou parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller au restaurant après. Je n'ai pas compris ses fiançailles. Il est arrivé chez moi, il a mis l'alliance, on était fiancés. Je pensais qu'on allait sortir faire quelque chose après. On n'est pas sortis. Je me suis demandé ce qui se passait. Mais bon. Il a toujours montré des traits de caractère un peu rugueux. Comment dire? Une forte personnalité. C'est peut-être ça. Julien a une forte personnalité. Il a toujours montré des signes d'être une personne difficile à vivre. Mais pour moi, c'était bien. Parce que quand il me traitait bien, j'étais bien. C'était aussi simple que ça. On s'est fiancés. Je me suis beaucoup questionnée pour savoir si je voulais vraiment me marier avec lui. Je me souviens avoir dit que je voulais d'abord finir mes études. Acheter une voiture. Avoir mes propres affaires. Avoir une maison. Et après, on se marierait. Quand on était déjà fiancés, en 2017, on a décidé d'acheter un appartement. Je venais juste de finir mes études. Comme j'avais déjà un prêt immobilier en cours, l'appartement ne pouvait pas être à mon nom. Il devait être au nom d'une seule personne. J'ai dit, pas de problème, on va le mettre à ton nom. Ça va aller, on va être ensemble toute notre vie. On a acheté à son nom. On a acheté ensemble. On a fait un accord au moment de l'achat. Même la femme qui nous vendait l'appartement était là, c'était la pasteur, elle travaillait dans cette agence immobilière. On a acheté sur plan parce que c'était moins cher. On a convenu que l'appartement serait à nous deux, mais au nom d'un seul. On a commencé à payer les mensualités. C'était tellement surréaliste. Le jour où on a acheté l'appartement, ils ont demandé un acompte de 100 €. Juste pour réserver. J'ai donné les 100 € pour réserver. Après, je me suis demandé si on avait bien fait. Acheter un bien immobilier comme ça. Mais les choses se passaient tellement bien. Tout marchait. Si on voulait quelque chose, ça marchait. Je priais Dieu en disant, « Dieu, je voudrais tellement une maison. Je ne veux pas vivre en location. Je ne veux pas construire chez ma mère ni chez sa mère.
On est sorti regarder des biens. On est reparti avec un appartement acheté. Tout avançait. Je me souviens que j'avais un salaire super bas. Je devais encore aider ma mère avec les dépenses de la maison parce que je m'occupais de ma famille. J'étais le pilier. Et mon argent suffisait pour payer les mensualités de l'appartement, les évolutions des travaux, et encore payer les factures de la maison. Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'étais super jeune. Je crois que j'avais 23 ans. Et j'avais déjà un appartement. Je me disais, à 23 ans, j'ai déjà un appartement. Les choses marchaient tellement bien. Tout fonctionnait pour nous. Je ne sais pas si c'est parce que je priais beaucoup Dieu pour que les choses marchent. J'avais tellement confiance en Dieu dans tout le processus. On a acheté notre bien immobilier. On payait les mensualités. La livraison était prévue pour 2020. L'année de quoi? De la pandémie. Je devais me marier en mars. Puis en mai. Puis en juillet. Puis le mariage a été reporté en décembre. Et finalement, je ne me suis pas mariée à l'église. On avait déjà tout payé. Le photographe, ma robe, tout était payé. Il ne manquait que son costume. La pandémie est arrivée. J'étais sur le point d'aller à l'imprimerie pour les invitations. Et là, pandémie. Je me suis dit, je vais attendre de voir ce qui va se passer. On ne s'est pas marié à l'église comme je l'avais toujours voulu. Pour commencer, je n'ai jamais vraiment voulu me marier. Comme je vous l'ai dit, je voulais partir en mission, voyager dans le monde. Mais quand j'ai vu que c'était quelqu'un de bien qui pourrait prendre soin de moi et avec qui je pourrais être heureuse, je me suis dit, l'idée du mariage n'est pas si mauvaise que ça. Ce n'est pas que je ne voulais pas me marier. C'était la peur. La peur d'être déçue, d'être trompée, d'être trahie. Comme ma mère, ma grand-mère, mes tantes, mes oncles. C'est un historique traumatique. Lui, c'était ma forteresse. La personne qui ne me tromperait jamais. Qui ne m'abandonnerait jamais. Je connaissais sa famille, ses amis. Il habitait dans la rue au-dessus de chez moi. Tout le monde le connaissait. Comment ça pourrait mal tourner? Je me suis dit, non, je veux ça. Je veux me marier. Je vais me marier avec lui parce que ça va très bien marcher. C'est un bon gars, un homme qui aime Dieu. Ça va très bien se passer. On est allé à la mairie. On a tout fait correctement. Tout était déjà payé pour l'église. La pandémie est arrivée. On n'a pas pu se marier à l'église comme je le voulais. Je dois vous parler de ça. J'ai toujours voulu me marier sous une arche de fleurs. J'allais faire une grande arche couverte de fleurs. J'allais avoir une couronne de fleurs sur la tête parce que j'adore les fleurs. C'est drôle, je n'ai jamais reçu de fleurs. Jamais. Je voulais que tout soit fleuri, joyeux, magnifique. Parce que j'allais réaliser mon rêve d'être heureuse. D'être avec quelqu'un qui serait bon pour moi. Qui serait le père de mes enfants. Je croyais vraiment que j'aurais mes 2 enfants. Un garçon et une fille. Louis et Aurora. J'y croyais vraiment. Mais les choses changent, et c'est comme ça. Quand on s'est marié juste à la mairie. On a tout fait correctement. Mariage à la mairie. On n'est pas allé vivre dans l'appartement parce que la livraison avait été retardée à cause de la pandémie. Je suis restée 6 mois mariée en vivant séparément. Lui chez sa mère. Moi chez ma tante. L'appartement a été livré. On n'avait pas d'argent pour meubler. Parce qu'on avait acheté sur plan et il était livré brut de décoffrage. J'ai été licenciée de mon travail. J'ai reçu une très bonne indemnité de licenciement qui nous a permis de rénover l'appartement. On a pris cet argent. On a acheté plein de choses. On a fait les travaux. Faux plafond. On a mis l'appartement sur pied. Avec du carrelage, tout. Mais pas de meubles? Je me suis dit, comment on va faire? Là où il travaillait, c'était une entreprise sous-traitante. L'entreprise a décidé d'arrêter la sous-traitance et de reprendre la logistique en direct. Ils ont dû changer de numéro siret. Pour changer de siret, ils devaient licencier les employés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu une indemnité de licenciement. Il a été licencié. Le lendemain, il était dans la nouvelle entreprise. C'était juste un changement administratif. Il a eu son indemnité. Il a dit, maintenant, on peut avoir des meubles. C'est là que j'ai dit, c'est dingue comment les choses se passent. On n'avait rien et maintenant on a de quoi acheter des meubles. Je me souviens avoir beaucoup pleuré. Remercié Dieu énormément. On était tellement reconnaissants. L'appartement prenait forme. Comme on ne s'était pas marié religieusement, juste civilement, les prestataires ont commencé à nous rembourser. Avec l'argent qu'ils nous rendaient, qu'est-ce qu'on a fait? Des meubles sur mesure. L'appartement prenait forme. Je me disais, la main de Dieu est extraordinaire dans notre vie. Tous les jours, j'avais la certitude que j'avais fait le bon choix et que j'étais avec la bonne personne. L'appartement a pris forme. On avait un beau logement. Une belle maison. J'avais raconté dans certains de mes témoignages qu'avant, quand j'habitais chez ma mère, la maison était très simple. Je n'ai pas honte de dire où j'habitais. La maison était vraiment très simple. Quand il pleuvait, l'eau entrait dans la maison. Je crois que ça entre encore aujourd'hui si ma mère n'a pas fait réparer. Ma chambre était inondée.
Je me souviens me réveiller en pleine nuit pour évacuer l'eau de ma chambre. Les affaires devaient toujours être en hauteur parce qu'il y avait beaucoup d'eau. On avait beaucoup de difficultés. Beaucoup d'infiltration. Tout moisissait. Je me souviens que lors de la première pluie dans l'appartement, j'ai regardé le plafond et je me suis dit, c'est génial, il ne pleut pas à l'intérieur ici. Parce qu'il ne pleuvait pas à l'intérieur. Même si l'appartement n'avait été que les murs bruts, j'aurais été reconnaissante. J'ai toujours été très reconnaissante pour les petites choses. Je pense que les gens qui n'ont pas grand-chose sont reconnaissants pour les petites choses. J'ai toujours été très reconnaissante pour tout. On s'est mariés en 2020. Le 11 février 2021, on a emménagé dans l'appartement. C'était comme ça, j'ai dit, Julien, on a le frigo, on a la cuisinière, j'y vais. Il a dit, mais on n'a pas de rideau, on n'a pas ci, on n'a pas ça. J'ai dit, non, j'y vais parce que j'habite chez ma tante et je veux aller dans ma maison. Il a dit, alors je vais venir avec toi pour te tenir compagnie, pour que tu ne dormes pas seul. J'ai dit, d'accord. Le matelas n'était pas arrivé. Ma grand-mère nous a donné 2 matelas une place. On les a mis côte à côte pour dormir dans le salon. Parce que le salon était le seul endroit un peu sombre, la chambre n'avait pas encore de rideau. Il est venu dormir avec moi un vendredi. Il n'est jamais reparti. Il est resté pour toujours. J'ai été tellement heureuse dans cet appartement. J'étais reconnaissante. Tellement reconnaissante. Tellement heureuse. J'adorais être son épouse. Je me disais toujours, je vais tout faire pour que ça marche. Pour que les choses ne tournent pas mal. Je vais faire en sorte que ça marche. Je voulais tellement que ça marche. Dans ma tête, ça allait marcher pour le reste de notre vie. Si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais vécu heureuse pour toujours. Parce que c'était ce que je voulais. Je voulais une famille. Je voulais être mère. Je voulais acheter une maison dans le futur. Je voulais que cet appartement soit pour nos enfants. Je voulais un chien qui court dans le jardin. Je voulais aller chercher les enfants à l'école. C'était ce que je voulais. C'est ce que tout le monde veut après un certain temps, non? On veut une famille. Arriver à Noël avec les enfants à table. Je pense que je voulais le minimum. Je ne sais pas. Peut-être que je voulais juste être aimée. Pour moi, le mariage était merveilleux. Dans cette entreprise où il travaillait, après le changement de siret, il a obtenu un poste plus élevé. Je crois que c'était un poste de superviseur. Il est resté longtemps dans cette entreprise. Il faisait du très bon travail. C'est ce qu'il me racontait. Il disait qu'il était quelqu'un de très compétent. Mais il me racontait qu'il commençait à subir des sabotages en interne. Je l'ai toujours beaucoup encouragé à progresser. À faire des formations. Je voulais tellement le voir réussir. Je voulais réussir, mais je voulais qu'il réussisse avec moi. Il est arrivé un moment où, même quand il travaillait à cet endroit-là, il était une personne normale dans ma tête. Une bonne personne. Il n'a jamais été une mauvaise personne. Bien sûr, il avait certains traits qui me dérangeaient. Comme critiquer mon corps. Dire des choses qui me blessaient. Me rabaisser. Il avait ces traits-là. Mais dans ma tête, c'était acceptable parce qu'il rentrait énervé du travail. Il parlait sans réfléchir. Il avait toujours des excuses pour moi. Du coup, je ne me suis jamais considérée comme une femme très belle. Une femme très intéressante. Je ne me suis jamais vue comme ça. Mais je l'aimais beaucoup. Il ne disait ces choses que pour plaisanter. Je pensais que c'était acceptable. Il a été licencié de cet endroit. Il a commencé à chercher du travail ailleurs dans la même fonction. C'est là que son ancien chef lui a dit qu'il y avait un poste dans une autre ville. Il allait arriver en tant que superviseur. Mais il avait la possibilité de devenir un grand directeur. Il construisait quelque chose de très grand dans cette ville. Ça l'a fait vraiment rêver. Ça m'a fait rêver aussi. Je me suis dit, c'est ton moment de briller et de montrer ce que tu sais faire. Tu sais déjà le faire. Maintenant, tu dois juste prouver ce que tu as appris depuis le début, quand tu déchargeais encore des camions. Il est parti dans cette autre ville. Il a passé l'entretien. Il est resté plusieurs jours là-bas pour la formation. Pour rencontrer les gens. Le processus a été assez long. À l'époque, il m'avait dit que c'était une entreprise très sérieuse. Qu'il cherchait quelqu'un qui soit également sérieux pour ce poste. Que c'était un poste très spécifique. Je me suis dit, c'est un bon poste pour toi, Julien. Ça va être bien pour toi. Il a obtenu le poste. Il a commencé à travailler là-bas au milieu de l'année. J'étais extrêmement heureuse quand il a obtenu le poste. Je crois que j'étais plus excitée que lui. Quand il m'a annoncé qu'il avait eu le poste là-bas. Quand il a obtenu ce poste, on allait fêter nos 4 ans de mariage. On était ensemble depuis un moment. On allait avoir 4 ans de mariage. Pendant cette période de mariage, vers mes 27, 28 ans, il a évoqué l'idée d'avoir des enfants. Mais à l'époque, je ne trouvais pas ça acceptable. Parce que je n'avais pas encore le poste que je voulais avoir. Je ne travaillais pas encore là où je voulais travailler. Je ne me sentais pas à l'aise dans mon travail. Je voulais plus. Avoir un meilleur salaire. Être mieux psychologiquement pour accueillir un enfant.
Parce que j'avais eu des frères et sœurs dont je m'étais occupée, je savais le travail que ça représentait. Je sais à quel point c'est difficile de s'occuper d'un enfant. Ce n'est pas facile. J'ai dit, non, c'est trop tôt. On va voyager, on va faire plein de choses. Je voulais voyager à l'étranger. Étudier. Faire d'autres choses avant d'avoir des enfants. Je pense que cette idée est sortie un peu de son cœur. Il a changé d'avis. Il a dit, d'accord, alors maintenant je veux devenir directeur. Il a tourné la page en disant qu'il voulait devenir directeur, qu'il ne voulait plus avoir d'enfants. Pour moi, c'était bien. J'ai dit, non, c'est bien. Parce que si tu as un meilleur poste, c'est encore mieux. On aura plus de moyens pour avoir un enfant. Parce qu'un enfant, ce n'est pas que de l'amour. C'est aussi financier. Ça implique beaucoup de choses. À l'époque, je n'étais pas prête. Quand il est parti dans cette entreprise et qu'ils lui ont dit qu'il avait la possibilité de devenir directeur de l'endroit où il allait travailler, j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que je me souvenais toujours du garçon de 17 ans que j'avais rencontré. Je me disais, imagine s'il devient directeur. Imagine, je l'ai connu alors qu'il avait juste un vélo et maintenant il va devenir directeur. Il est parti dans cette entreprise. Il a reçu l'offre d'y aller d'abord comme superviseur. Tout était en ordre. Je ne suis jamais allé là-bas. Mais d'après ce qu'il me racontait, c'était un endroit très chic. Une entreprise très bien. Des gens très ceci, très cela. Il a commencé à se modeler sur les personnes de là-bas. J'ai une Corsa de 1997. J'adore cette voiture. Bien sûr, je veux une voiture plus récente. Mais tant que cette Corsa m'emmènera d'un point A à un point B, je continuerai à la conduire en attendant d'avoir les moyens d'acheter une voiture neuve. Ça ne me dérange pas de conduire une vieille voiture. Ma Corsa n'était plus assez intéressante pour lui. Il avait un téléphone normal. Il utilisait son téléphone juste pour répondre sur WhatsApp et prendre une photo de temps en temps. Son téléphone ne suffisait plus. Il devait avoir le dernier iPhone. Je ne sais pas qui au travail avait une montre à 2000 €. Il est allé s'acheter une montre à 1000 € et quelques. Il ne me prévenait plus de rien. Il ne me disait plus ce qu'il faisait. Avant, chaque étape qu'il franchissait, tout ce qui se passait, tous les potins du travail, il rentrait et me racontait. Dans son autre travail, je connaissais tout le monde. J'étais allé à des baby showers avec les collègues. J'étais allé à des barbecues. J'étais allé à plusieurs rencontres. J'avais même fait de la moto avec ces gens. Je connaissais les collègues sans les connaître, parce qu'ils me parlaient tellement d'eux. Dans ce nouvel endroit, je ne connaissais absolument personne. Je ne savais pas ce qu'il faisait là-bas. Je ne savais pas à quelle heure il arrivait au travail, à quelle heure il partait. Avec qui il était, où il allait, ce qu'il faisait. Je ne savais absolument rien. Quand il est arrivé, il a commencé à beaucoup traîner avec les gens des RH. Ces personnes des RH de là-bas, apparemment il y a plusieurs sites, plusieurs filiales. Elles faisaient beaucoup d'entretiens d'embauche. Quand il est arrivé, il n'occupait pas encore son poste. Il découvrait l'environnement. Il me disait toujours, « Aujourd'hui, j'ai emmené les filles des RH je ne sais où pour faire des entretiens. » Il prenait ces filles des RH, les mettait dans la voiture de l'entreprise. Il les conduisait partout. Comme un chauffeur VTC. Comme je n'ai jamais été jalouse de lui et que j'ai toujours eu confiance en qui il était, ça ne me dérangeait pas qu'il se balade en voiture avec ses filles des RH. Mais j'ai commencé à trouver ça un peu suspect quand, en fin d'année 2023, fin d'année, il était entré au milieu de l'année 2023 dans cette entreprise. En fin d'année, ces filles des RH ont décidé de venir dans le quartier où on habite pour fêter la fin d'année dans le restaurant de burgers qu'on fréquentait. Qu'on aimait bien. J'ai trouvé ça un peu bizarre. En décembre 2023, ces personnes sont venues à Nantes, dans notre quartier. Elles sont allées dans ce restaurant. Il ne me l'a raconté qu'en rentrant à la maison. J'ai même pensé que c'était un mensonge. Je me suis dit, comment ces gens ont fait 70 km pour venir ici fêter la fin d'année? Vous n'aviez pas un restaurant dans votre ville? Non. J'ai vu qu'il y avait des mouvements qui n'étaient pas normaux. Mais vous savez, je ne voulais pas trop me mêler de son travail, de sa vie. Parce que je pensais que je pourrais peut-être le déranger d'une manière ou d'une autre. C'est là que j'ai commencé à m'effacer. Je ne me sentais déjà plus assez bien pour être à ses côtés. Parce qu'il disait toujours, je suis très occupé. Je travaille beaucoup. Je ne sais pas quoi. Du coup, je n'amenais plus mes soucis de mon travail à la maison. Je ne racontais plus mes histoires. Parce qu'il rentrait toujours fatigué. Il était toujours sur son téléphone à répondre aux gens. Il travaillait tout le temps. Il travaillait même à la maison, à répondre aux gens. Les gens l'appelaient. Je l'ai en quelque sorte laissé libre pour qu'il puisse obtenir ce qu'il voulait. Je pense qu'en fait, on ne veut pas vraiment croire aux choses. Même si quelqu'un était venu me dire ce qui se passait, je n'y aurais peut-être pas cru. Parce qu'on a tellement confiance. On se donne tellement. En fait, je me suis vraiment donné à fond dans cette relation. Quand c'est arrivé, qu'ils ont fêté ça ici, je suis allée sur son Instagram. J'ai cherché les personnes qu'il suivait. J'ai vu cette fille en particulier. Elle était vraiment là.
J'ai regardé ses stories. Elle était vraiment venue dans ce restaurant de burgers. Ce jour-là, il est rentré très énervé à la maison. J'ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, non, c'est parce que j'étais au restaurant, je ne voulais pas rester alors je suis rentré. C'était mon anniversaire en décembre. J'ai dit, je pensais que tu étais allé acheter mon cadeau d'anniversaire. Parce que le week-end prochain, je vais fêter mon anniversaire. Il a dit, non, j'étais au restaurant et les gens étaient là. Ils voulaient venir et tout. Il m'a envoyé une photo un peu floue montrant les gens qui étaient là. Je me souviens qu'il y avait vraiment ses filles. Elle était avec eux. Je crois que son chef était là aussi ce jour-là. C'est ce jour-là que je me suis dit, c'est bizarre que ces gens viennent ici à Nantes pour une fête de fin d'année. Je me suis dit, mais il est dans l'équipe X? Pourquoi l'équipe Y est là? Et pourquoi ses filles? Qu'est-ce qui se passe? Mais je n'ai pas poussé plus loin. Juste trouvé ça étrange. Ça m'a semblé bizarre. Mais j'allais fêter mon anniversaire, j'avais mes trucs à faire. Ça m'est sorti de la tête. Le nouvel an est passé. On a voyagé, on est allé à la mer. Tout allait bien. Il a commencé à changer de comportement. C'est là qu'il a commencé à être tout le temps sur son téléphone. Il a mis un film de confidentialité sur son téléphone. J'ai dit, pourquoi tu mets ça? Il a dit, parce que je parle de beaucoup de choses privées sur mon téléphone et les gars au travail regardent. Et c'est parfois des choses très personnelles, même avec mon chef. Il a dit le nom de son chef. Parfois, c'est même des licenciements. Et parfois je n'ai pas mon téléphone professionnel. J'ai remarqué que certaines personnes regardent et c'est un peu gênant. Après, il capte des conversations. Je croyais que c'était des conversations professionnelles. J'ai commencé à trouver sa relation au téléphone bizarre. Quand il conduisait, il mettait toujours le téléphone sous sa cuisse. Il dormait avec le téléphone sous l'oreiller. Avant, ça n'était jamais arrivé. Son téléphone traînait partout dans la maison. Ses vêtements de travail, il a commencé à tout repasser. Il portait des vêtements super moulants pour montrer ses bras. Il s'épilait tous les jours. Il voulait un parfum à 700 € pour aller au travail. Parce que je ne sais pas qui portait un parfum à 700 €. Il se comparait toujours à ce chef. Je me disais, mais pourquoi Julien se modèle tellement sur ce mec? C'est un mec célibataire. Un mec qui couche avec qui il veut. Il a commencé à trouver ce type de comportement intéressant. Il me racontait toujours ce que ce type faisait. On Riot. Tout allait bien. C'est là qu'il a commencé à changer ses comportements. Un jour, il m'a dit, Camille, je ne vais plus faire de sport dans notre quartier. Parce que je viens de cette ville, je fais l'aller-retour tous les jours. J'arrive ici, je me change, je vais au sport avec toi. C'est devenu compliqué. Je vais faire le sport là-bas dans la ville. C'est plus facile. Je sors du travail, je fais le sport, je rentre à la maison. J'ai dit, d'accord, c'est plus pratique. Je fais ici, on rentre ensemble et tout va bien. Il a commencé à faire du sport là-bas dans la ville. Tout allait bien pour lui qui faisait du sport là-bas. C'est là que les choses sont devenues étranges. J'ai commencé à me sentir étrange dans la maison. C'est là que j'ai commencé à me sentir mal. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette maison. Je ne peux pas expliquer cette sensation. Juste que dans mon cœur, ça disait, il y a quelque chose qui ne va pas ici. J'ai commencé à penser que je devenais folle. C'est là que je suis allée sur les abonnements de son Instagram. Il suivait environ 700 personnes à l'époque. Je me suis dit, qui sont ces personnes qu'il suit? Je vais regarder. En faisant défiler ses abonnements, je suis tombée sur qui? Sur elle. Au moment où j'ai posé les yeux sur elle, mon cœur s'est mis à battre fort. Je me suis dit, c'est elle. À l'époque, son Instagram était public. Elle avait plusieurs photos d'elle en tenue sensuelle, montrant son corps. Je me suis dit, cette fille va me causer des problèmes. Je le jure. Au moment où j'ai vu ces photos, j'ai dit, Julien, j'ai vu ton Instagram. C'est qui Mano? J'avais déjà vu cette fille en décembre ici dans notre quartier à la fête. Ah, c'est Manon Machin, du service tel. Super sympa, du service tel. Le service où il se baladait en voiture. J'ai dit, Julien, cette fille va me causer des problèmes. Tess Folle. Cette fille est super sympa. Il faut que tu la rencontres, elle est vraiment cool. J'ai dit, bon. Cette même semaine, les deux ont arrêté de se suivre. Elle a verrouillé son Instagram. Elle l'a mis en privé. Je me suis dit, ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est resté dans mon cœur. Il me trompait. Il me trompait. En même temps, je croyais qu'il me trompait mais je n'arrivais pas à y croire. Parce que je pensais que c'était de la folie dans ma tête. Parce qu'on avait quelque chose de tellement bien. Pourquoi notre relation serait comme ça? Tout allait bien. Mais il a commencé à faire des critiques. Une fois, il m'a dit que j'étais comme un réfrigérateur. Ça m'a énormément blessée. Parce que ce n'était pas vrai. Il disait que si je ne le cherchais pas, il ne me cherchait pas non plus. Mais ce n'était pas vrai.
On a toujours eu une relation affectueuse. Une relation très bien. Mais il a commencé à avoir ses changements. J'ai découvert plus tard que j'avais aussi une dépendance affective. Ce qui a empiré la situation. On a eu une très grosse dispute par WhatsApp. Parce que je me souviens que je voulais vraiment être mère. Lui ne voulait pas être père. Il m'avait dit qu'il voulait devenir directeur de cette entreprise. J'ai dit, mais je voulais être mère. Je pense retirer mon stérilet parce que je veux déjà avoir un enfant. Je pense que ce serait une bonne idée. Il s'est retourné vers moi et m'a dit, je ne veux pas être père. Je te l'ai déjà dit. D'où tu sors ça? Je ne vais pas être père. J'ai dit, non, Julien, je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Il a dit, je t'ai déjà dit que je veux devenir directeur. Et si tu deviens mère, tu te débrouilleras avec cet enfant parce que je ne veux pas être père. Tu sais très bien ça. Et si tu oses devenir mère et retirer ce stérilet, je te l'ai dit, tu devras te débrouiller avec cet enfant. Je n'élèverai pas cet enfant. On est mariés. J'ai dit, Julien, tu me détestes. J'ai dit, jamais je n'aurai un enfant avec un homme qui ne veut pas être le père de mon enfant. Mon père m'a déjà abandonné. Je n'ai pas besoin de donner à mon enfant un père qui va aussi l'abandonner. Il a vu qu'il avait dit ces choses. Non, c'est parce que tu ne comprends pas. C'est parce que je suis dans un autre moment. Je veux devenir directeur. J'ai dit, non, c'est bon. J'ai mis fin à la conversation. J'étais blessée. Mais je ne lui ai pas dit. Il est rentré à la maison. Il m'a cajolé. Tout le cirque habituel. J'ai fini par pardonner cette conversation. On a continue. Vers juin, mon père a commencé à aller très mal. Toute sa vie, mon père avait toujours été très malade. On ne savait pas ce qu'il avait. J'avais un suivi très proche avec lui. J'allais le voir. J'avais déjà pardonné tout ce qui s'était passé dans le passé. On avait une très bonne relation. Je suis allée voir mon père. Il avait les jambes très gonflées. Il a commencé à avoir beaucoup de plaies sur le corps. Ils ont fait des examens à mon père. Ils ont découvert qu'il avait un cancer. Qu'il avait une leucémie. Il est mort sans savoir qu'il avait un cancer. Il a commencé à se détériorer très vite. Les médecins ont dit, on va commencer le traitement. Quand on s'en est rendu compte, il n'y avait plus rien à faire. Je ne connaissais pas l'état de mon père. Je pensais que c'était n'importe quoi de la part des médecins. Parce que je ne voulais pas accepter la mort de mon père. Un mercredi, je suis allée voir mon père à l'hôpital. J'ai dit, papa, je vais venir te voir ce week-end. Je vais rester avec toi ce week-end. Le jeudi, il a été transféré en réanimation. Le vendredi, il a été intubé. Le samedi, il ne répondait déjà plus. Le dimanche, je lui ai dit au revoir le matin. J'étais tellement triste. Parce que mon père était heureux que je sois mariée. Il était très heureux que j'aie quelqu'un de bien à mes côtés. Parce qu'il n'avait pas été quelqu'un de bien pour ma mère. Le dimanche où je lui ai dit au revoir, j'ai dit, papa, tu peux partir en paix parce que tout va bien. Tu sais que je suis mariée avec Julien et on va super bien. Le même jour, il est parti. Avec la mort de mon père, je suis devenue très mal dans la maison. Très mal. Triste. Pleurant dans la maison. À moitié perdue. Et l'autre, mon ex-mari, agissait bizarrement. Et moi, essayant de mettre de côté la mort de mon père pour comprendre ce qui se passait. En août 2024, il y a eu une fête d'une amie. Il m'a emmené à cette fête. C'était dans une ferme. Il m'a déposé là-bas à 14h31. À 14h35, il a appelé sa maîtresse. Parce que l'endroit où il m'a déposé était à mi-chemin de l'endroit où la maîtresse habite. Il l'a appelée et il est allé la retrouver. J'étais très mal à cette fête. Parce qu'une femme est apparue à la fête. Elle a dit qu'elle était médium. Que mon père avait un message à me transmettre. J'étais très mal. Je souffrais déjà d'anxiété. Cette femme qui venait me dire, ton père a un message. Je passais mal avec ça. J'ai dit, non, madame, attendez, laissez-moi aller aux toilettes. J'ai couru aux toilettes. J'ai appelé Julien. Il n'a pas répondu. J'ai rappelé. Il n'a pas répondu. J'ai envoyé un message à sa mère. Il est là? Elle m'a dit, non, Julien n'est pas là. En fait, j'ai vu Julien tôt ce matin, il n'est pas réapparu aujourd'hui. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il se faisait toujours couper les cheveux le samedi. Religieusement à 17h. Ce jour-là, il s'était fait couper les cheveux à 8h du matin. Parce qu'il a dit qu'il s'était fait couper plus tôt parce qu'il devait m'emmener à la fête. Mais la fête, il devait m'emmener vers 13h. Donc il aurait pu m'emmener et se faire couper les cheveux à 17h. Mais ce jour-là, il s'est fait couper tôt. Pourquoi? Parce qu'il allait retrouver cette personne. Je l'appelais en visio. Réponds-moi, réponds-moi. Il refusait tous les appels. Vers 19h. Il a fini par me répondre. Qu'est-ce que tu veux? Tu envoies des messages même à ma mère. Tu te méfies de moi. Qu'est-ce qui se passe? Julien,
Il s'est passé quelque chose ici et j'ai vraiment besoin de te parler. Je voulais lui raconter ce qui s'était passé. Ma tante ne pouvait pas me répondre parce qu'elle travaillait à l'hôpital. Ma mère ne pouvait pas me répondre parce qu'elle avait un engagement. C'était mon mari. C'était mon mari à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux m'envoyer un message. Non, j'ai besoin de t'appeler. Pourquoi tu veux que je t'appelle? Tu envoies des messages à tout le monde. On dirait que tu te méfies de moi. Je suis aux toilettes. Réponds-moi. J'ai besoin de te parler. Non, je ne vais pas te répondre. On dirait que tu te méfies de moi. Je suis aux toilettes. Mais tu m'as toujours répondu même des toilettes. Quel est le problème? Non. Je vais chez ma mère. Je pense qu'il a mis son téléphone en mode avion. Il n'a plus répondu. Il est réapparu vers 20h30, 21h. Bien plus tard. Il a dit, je suis chez ma mère. Quand tu veux, je viens te chercher. J'ai dit, tu peux venir me chercher. Il est arrivé vers 22h. Je suis sortie de la ferme. Je suis montée dans la voiture. Je suis restée silencieuse. Lui, extrêmement stressé. Il m'a crié dessus dans la voiture. Qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai dit, écoute, j'ai fait une crise d'angoisse. Une femme à la fête a dit qu'elle était médium, je ne sais pas ce qu'elle était. Elle a envahi mon espace en disant que mon père avait un message pour moi. Je me suis sentie mal. J'ai commencé à pleurer au milieu de la fête de mon ami. Je gâchais l'ambiance pour elle. Je gâchais l'ambiance pour les invités. J'ai couru aux toilettes et je voulais juste te raconter ce qui se passait. Il a baissé sa garde. Il m'a parlé doucement. Il m'a présenté des excuses. Mais là, je me disais déjà qu'il se passait quelque chose. On est rentré à la maison. J'ai pris ma douche. On est allé se coucher. On s'est endormi. Cette nuit-là, je me suis réveillée vers 4 ou 5 heures du matin. Je ne me souviens plus très bien. Dans mon cœur, ça disait, prends son téléphone. Prends son téléphone. Prends son téléphone. Je me suis dit, non, je ne vais pas prendre son téléphone. À l'époque où j'avais vu l'Instagram de cette fille, je m'étais dit qu'il me trompait. Vous vous souvenez? J'avais eu l'idée de connecter son WhatsApp sur mon ordinateur pour voir ce qui se passait. Je me souviens avoir connecté son WhatsApp à 22h un soir. Je suis restée tranquille avec l'ordinateur. Le lendemain, à midi, il a découvert que WhatsApp était connecté. Je me suis dit, comment il a découvert que WhatsApp était connecté? Personne ne regarde ce genre de choses. Il m'a engueulée. Il m'a insultée. Il a dit que je n'avais pas confiance en lui. Il m'a détruite. Je me suis dit, je ne peux plus toucher à son téléphone. Je ne peux pas faire ça. J'ai fait une promesse que je ne toucherais plus à son téléphone. Que tout irait bien. Cette même semaine, il m'a emmenée dans la ville que je préfère. Colmar. On a passé la journée là-bas. C'était très bien. On était ensemble. On est allé à un festival gastronomique à Colmar ce jour-là. On a mange. Tout allait bien. Il a parlé de ses perspectives de travail. J'ai parlé des miennes. On a eu une conversation d'adultes. On est rentré à la maison super bien. Ce jour-là, je me suis dit, bon, c'était vraiment dans ma tête. Cette histoire de WhatsApp, c'était n'importe quoi. On est revenu de Colmar, renouvelé. Du moins moi. Une fois de plus, je m'effaçais. J'effaçais mes sentiments. J'effaçais mon intuition. Les choses étaient là, sous mes yeux. Et je me disais, non, c'est dans ma tête. Il a raison. Je suis idiote d'avoir envahi sa vie privée. Je me souviens m'être levée. Être allé prendre son téléphone. Avoir regardé la localisation. Regard WhatsApp. Regarder les appels. Il n'y avait rien. Rien. J'ai remis le téléphone à sa place. Je me suis recouchée. Une voix me disait, retourne-y. Je me suis dit, il n'y a rien sur ce téléphone. J'y suis retournée. J'ai tout fouillé. Les photos. J'ai retourné le téléphone. Il n'y avait rien. Je l'ai remis. Je suis allée dans la cuisine boire de l'eau. Tremblant. J'avais tellement peur qu'il se réveille. Au moindre mouvement que je faisais dans le lit, il se réveillait. Je me suis dit, il ne s'est pas réveillé. C'est surréaliste. Il ne s'est pas réveillé. Si je me tournais pour aller aux toilettes, il se réveillait. Ce jour-là, il ne s'est pas réveillé. Je suis allée dans la cuisine. J'ai bu de l'eau, le cœur battant à tout rompre. Morte de peur qu'il se réveille et me détruise. Je suis restée à penser. Je suis allée dans le salon. J'ai fait les 100 pas. La voix disait, va chercher le téléphone. Ce jour-là, je pense que j'ai été un peu dure avec Dieu. J'ai vraiment été dure. Je me souviens avoir dit, là dans le salon, en regardant le plafond, si c'est toi qui parles, alors dis-moi ce qui se passe. Montre-moi. Parce que je ne sais pas. Je vais continuer à fouiller dans le téléphone de ce type. C'est quoi? C'est toi? Qu'est-ce qui se passe? Au fond de mon cœur, ce n'était pas une voix tremblante. C'était quelque chose de doux qui a dit, va voir les appels WhatsApp.
Je suis allée dans la chambre. J'ai pris le téléphone. J'ai ouvert les appels WhatsApp. Plusieurs appels WhatsApp pour elle. J'ai commencé à regarder les dates. La date où on voyageait dans la ville de sa mère. Un jour, le jour où j'étais à la fête. Il m'avait déposé à la porte de la fête de mon ami et il l'avait appelé. Un jour où il avait dit qu'il rentrerait tard parce qu'il jouait au foot avec les gars. Il l'avait appelé. Pendant que je regardais les appels, j'allais dans les conversations WhatsApp. J'allais dans le calendrier. Le jour où il avait dit qu'il rentrerait tard parce qu'il jouait au foot, il l'avait appelé. Le jour où il l'avait appelé alors qu'on était en voyage dans la ville de sa mère, il l'avait appelé vers minuit et demi. Je peux me souvenir exactement. Il était dans la salle de bain. Il l'avait appelé de la salle de bain alors qu'on était en voyage. Ce jour-là, pendant le voyage avec la famille, dans une fête où on était, il est venu me voir. Il m'a dit, on a rencontré un couple qui est ensemble depuis 50 ans. Il m'a dit avec ces mots, tu es prête à vivre 50 ans avec moi? Je vous jure. Une demi-heure avant, il l'avait appelé de la salle de bain. J'ai commencé à faire les liens. Relier tous les appels. J'ai dit, c'est quoi ça? Il s'est réveillé, très surpris. C'est la fille des RH. C'est parce que je règle des choses. Elle fait des embauches pour moi et j'ai dû l'appeler. Et tu appelles cette fille même le week-end? Tu m'as déposé à la porte de l'anniversaire de mon ami et tu l'appelles. C'est parce que je réglais un problème d'arrêt maladie d'un employé. Alors où sont les conversations? Je ne les ai pas trouvées. Je les ai effacées parce que je pensais que tu allais mal le prendre. Ce sont des conversations de travail. Julien, des conversations de travail, pourquoi tu les effacerais? C'est parce que je pensais que tu allais mal réagir. Il m'a calmé. M'a calmé. M'a calmé. Chaque fois que je reçois un choc très fort, je dors. Je me souviens que quand j'ai appris que mon père était mort, j'étais à la maison. J'ai beaucoup pleuré. Je pleure tellement que je deviens tellement agitée que mon corps s'éteint et je dors. Ce jour-là, à ce moment-là, j'étais tellement nerveuse que je me suis endormie. Déconnecté. Je me suis réveillée vers 10 heures. Il me préparait mon café au lait et mon pain grillé qu'il faisait tous les dimanches matins. Il m'a donné le café. On s'est allongé sur le canapé. Je pensais à ce qui se passait. Ce jour-là, j'ai appelé cette fille sans faire exprès. En essayant de comprendre les appels. Il m'a dit qu'elle avait rappelé. Qu'elle avait demandé ce qui se passait. Il a dit que non, que c'était parce que j'avais vu les conversations. Qu'il ne pourrait plus parler de choses professionnelles sur son téléphone personnel. Parce que ça devenait trop étrange. J'ai dit, alors où sont les conversations? Il a dit, je les ai effacées. Il ne m'a pas montré les conversations. J'ai dit, Julien, d'accord. Conversation WhatsApp sur ton travail. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu as un téléphone professionnel. Pourquoi tu n'as pas parlé de travail sur ton téléphone professionnel? Cet homme n'a pas bronché. Il n'a pas pâli. Il s'est maintenu. Il a dit, non, je n'ai pas parlé dessus parce que je n'avais pas mon téléphone professionnel près de moi. Ah bon? Une conversation de travail. Pas d'historique de conversation. Et tu l'appelles en visio. De quoi tu parlais avec elle? D'accord, je vais te dire. On parlait de choses personnelles. Quoi? Il a dit, non, c'est parce que comme ton père est mort et que tu allais très mal, et que je traverse beaucoup de problèmes au travail. Il a commencé à me raconter. Mon chef m'a demandé de voir la psychologue du travail. Je l'ai cherchée pour parler avec elle et je n'ai pas réussi à me confier. Cette fille est médiatrice dans l'entreprise. Elle écoute les gens quand ils en ont besoin. Elle n'est pas diplômée en psychologie, mais elle est médiatrice. Sa chef, la psychologue, m'a donné son numéro. J'ai commencé à faire de la médiation avec elle. On a commencé à parler de travail. Les conversations sont devenues personnelles. Quel genre de conversation personnelle? Ah, rien de grave. Juste des questions. Genre quelle couleur tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes manger? Julien, même ma sœur de 15 ans ne parle pas comme ça au téléphone. Todo bien faux. C'est parce que j'ai beaucoup aimé parler avec elle. Je l'ai trouvée très sympa. Comme tu allais très mal avec ton père, je ne voulais rien t'apporter comme problème. Julian. Moi, dans la maison. Ton épouse. Et toi, tu parles avec quelqu'un d'autre. C'est parce que je ne voulais pas t'apporter de problème. J'étais extrêmement blessée. Je suis sortie de la maison en voiture. Je l'ai laissé là. J'ai disparu. Je pensais, est-ce qu'il m'a trompé? Qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas ce qui se passait. Je suis rentrée à la maison. Il est venu me parler. Il a dit qu'il ne m'avait jamais trompée avec elle. Que c'était juste des conversations. Qu'il n'allait plus lui parler. Que c'était fini. Qu'il avait parlé avec elle parce qu'il la trouvait très sympa. Qu'il savait que c'était mal. Mais qu'il ne voulait pas me blesser. On a fait un accord. Il n'allait plus jamais parler à cette fille. Ne plus la chercher. Et moi aussi, je n'allais plus chercher à savoir sur cette femme.
On allait continuer notre vie. Il allait arrêter ses conversations parallèles avec elle. Puisqu'il avait dit que c'était juste des conversations. C'est à partir de là que j'ai commencé à aller très mal dans la maison. Je souffrais déjà de plusieurs infections. Plusieurs infections. Plusieurs infections. Je consultais souvent des gynécologues. Je pensais que c'était à cause du stérilet. En août, quand ce problème est arrivé. Le 30 août, le 1er septembre. Je crois que ce problème est arrivé. Qu'on a eu cette dispute. On a convenu que tout irait bien. À partir de là, il est redevenu un mari formidable. La personne que j'avais connue au début. Il est redevenu quelqu'un de formidable. Quelqu'un de merveilleux. Je me suis dit, Dieu merci, c'était juste un déséquilibre dans la relation. Il est redevenu quelqu'un de merveilleux. La personne qu'il était avant. J'ai commencé à aller très mal dans la maison. J'ai commencé à avoir beaucoup de douleurs pelviennes. Je me disais, qu'est-ce qui m'arrive? Les douleurs augmentaient. Augmentant. Augmentant. Ces douleurs ne me laissaient aucune paix. Je restais souvent accroupie avec ces douleurs. Je ne dormais pas. Je me suis dit, je vais voir un médecin. J'ai vu un médecin. J'ai été hospitalisée. Ils n'ont pas trouvé ce que c'était. Ils m'ont donné des médicaments. Je n'allais pas mieux. J'ai consulté dans un autre centre. Ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ont dit, c'est le stérilet, on va retirer le stérilet. Je suis allée chez une gynécologue. La gynécologue a dit, comme vous avez fait les examens et qu'il n'y a rien, on va retirer puisque votre stérilet vous cause des problèmes. D'après les examens, je pense qu'il a juste bougé un peu. C'est peut-être ça, vos douleurs. Quand elle a retiré le stérilet, les choses ont empiré. J'ai vraiment été très mal. J'avais tellement mal que j'avais des crises d'évanouissement. La médecin est venue me parler. Elle a dit, « Madame, laissez-moi vous poser une question. » Elle ne m'a même pas appelée madame. Elle a dit, « Camille, venez. On va parler. J'ai fait vos examens. J'ai vu que vous avez fait plusieurs examens. Vous avez retiré le stérilet. Le problème n'est pas le stérilet. Vous avez une IST. » J'ai dit, « Hein? Vous avez une MIP? Une maladie inflammatoire pelvienne. C'est ça qui cause ce problème en vous. » Elle a dit, « Remerciez Dieu parce que vous avez failli perdre votre utérus. Vous avez failli ne plus pouvoir avoir d'enfants. Vous voulez des enfants? » J'ai dit, « Oui. » Laissez-moi vous poser une question. Pardon, mais avec combien de partenaires vous êtes? Silence. Les yeux pleins de larmes. J'ai dit, « Madame, je suis mariée. » Je me souviens qu'elle a pris ma main. Elle a dit, « Écoutez, je ne mets rien dans votre tête. Mais quand vous rentrez chez vous, parlez avec votre mari. » Je suis sortie de là en me disant, « Qu'est-ce qui se passe? » J'ai été hospitalisée. J'ai dû faire 15 jours de traitement pour guérir. Dieu merci, ça n'est pas monté jusqu'aux trompes. On a réussi à faire le traitement avant. J'ai guéri. Dieu merci, rien de grave. Je l'ai croisé quand je suis allée acheter des médicaments. J'ai demandé, « Julien, tu m'as déjà trompé? » Il m'a regardé droit dans les yeux. Il a dit, « Je savais que tu allais me demander ça. Je ne t'ai jamais trompé. C'est pour ça que tu es malade comme ça. » Il a en quelque sorte dit, « Tu es traumatisé par les conversations, par les appels que tu as vus sur le téléphone. C'est pour ça que tu es tombé malade. C'est pour ça que tu es comme ça. » Vous comprenez? J'ai dit, « Ah oui, c'est vrai. Peut-être que je suis vraiment tombée malade à cause de ça. Parce que tout ce qui m'arrive, je suis très intense et mon corps réagit comme ça. » Je croyais ça. Septembre s'est bien passé. Octobre est arrivé. Cette fille est partie en vacances. Je me suis dit, Dieu merci, cette fille est partie en vacances. Parce que je suivais de près son téléphone professionnel. Il ne le savait pas. Il y a eu un événement à l'Expo de Lyon. Un salon lié à leur secteur d'activité. Ils ont affrété un bus avec 30, 40 personnes pour aller à cet événement dans cette ville. Il est allé à cet événement aussi. La fille aussi. Il est allé. Il est resté toute la journée à l'événement. Il a participé. Il est rentré à la maison. Il est venu me raconter l'événement. Je n'ai pas posé de questions sur elle parce qu'elle ne faisait déjà plus partie de mes questions ni de mon cercle. Parce que j'avais déjà fermé ce chapitre. Tout allait bien entre nous. On s'est endormi. En pleine nuit, il y a eu une très forte pluie. Très forte. Je suis allée fermer les fenêtres. Quand je suis allée fermer les fenêtres de la maison, son téléphone professionnel était dans la cuisine en train de charger. Je me suis dit, je vais voir qui était à l'événement. J'ai vu la photo avec toutes les personnes à l'événement. Elle sur la photo. Ah, Manon était à l'événement. Ça a passé. J'ai verrouillé le téléphone. J'ai éteint la lumière de la cuisine. Je suis partie. La même voix douce est venue dans mon cœur. Elle a dit, retourne et ouvre la conversation X. Elle m'a même dit quelle conversation ouvrir. Je ne plaisante pas. C'est très sérieux ce que je dis. La conversation X,
Il avait parlé à 10h48 du matin. Je peux me souvenir comme si c'était aujourd'hui. Moi dans cette cuisine. D'autres conversations sont remontées. Conversations avec un tel, avec un tel. Des personnes du travail. Elles sont remontées. Je me suis dit, je deviens folle. Je suis retournée. Il y avait vraiment la conversation avec cette personne. Quand j'ouvre la conversation avec cette personne sur WhatsApp, il y a une photo des deux. Lui ou elle, je ne me souviens plus, a pris un selfie. Elle a envoyé ça à cette personne depuis le téléphone professionnel. Cette personne a répondu, Manon est magnifique, mais toi, tu es sans comparaison. Beaucoup plus. Il a répondu, merci, machin. Besseuse. D'une manière qu'il n'avait jamais parlé. Il ne parlait pas de cette façon. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai tout de suite pris une photo de ça. Je suis allée sur son téléphone personnel. J'ai pris l'iPhone. Je suis allée dans les photos. Il y avait une photo de deux. Elle avec son iPhone à lui dans la main. Elle prenait un selfie de deux. Lui, souriant énormément. Les deux ensemble. J'ai commencé à crier comme une folle dans cette maison. J'ai commencé à crier sans arrêt. Je ne m'arrêtais pas de crier. Je ne m'arrêtais pas. Lui essayant de me calmer de toutes les façons. Moi disant, pourquoi la femme de ménage de ton travail dit que vous êtes un beau couple avec cette femme? Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi. Calme-toi. Il essayait de me calmer. Il a commencé à me justifier. Il a dit que dans cette ville, les gens sont très simples. Tout le monde est simple. Tout le monde a des surnoms affectueux les uns pour les autres. Qu'il était le couple de plus de 10 personnes dans l'entreprise. Que tout le monde le traitait comme le couple de plusieurs personnes là-bas. Parce que les gens sont tous sympas. Qu'il prenait ça à la blague. Que ce n'était rien. J'ai dit, Julien, je travaille dans mon entreprise depuis le même temps que toi dans la tienne. On a commencé à peu près en même temps. Personne ne m'a jamais appelé le couple de personnes nulle part. Parce que je n'ai jamais donné le droit à personne de dire ça de moi. Yetzris. Ma tension est montée. Je suis sûre que j'étais très agitée. Je me suis sentie mal. Je me suis allongée. Je me suis évanouie. Je crois que je me suis évanouie parce que je criais beaucoup. J'étais très agitée. Je me suis évanouie. Je me suis endormie. J'ai dormi jusqu'au lendemain. Le lendemain, il allait travailler. Je ne sais même pas s'il a travaillé ce jour-là. C'était un samedi. Il allait travailler. Il s'est préparé pour aller travailler. C'était l'anniversaire de ma grand-mère. Elle était super excitée pour son anniversaire. Je suis devenue catatonique. Je ne parlais pas. Je me suis réveillée sans parler. J'ai marché dans la maison sans parler. Je me suis occupée de mes oiseaux sans parler. Je suis allée à la fête de ma grand-mère. Je suis restée là toute la journée chez ma tante. Je ne parlais pas. À la fête, les gens demandaient « Où est Julien? Où est Julien ?» Je ne répondais pas. Je ne parlais pas. La fête s'est terminée. Je suis rentrée à la maison. Quand je suis arrivée à la maison, il mettait son sac à dos. Il prenait quelques vêtements. J'ai dit « Julien, où tu vas ?»« Je vais chez ma mère jusqu'à ce que la poussière retombe. Jusqu'à ce que les choses se calment. » Je me souviens m'être arrêtée à la porte. J'ai dit « S'il te plaît, ne pars pas. » Parce que ça me rappelait mon père qui partait. Dans mon cœur, ça battait tellement fort. Telment fort. Je me disais, je ne peux pas le laisser partir. Ma mère est restée 10 ans alitée dans un lit. Je vais rester 10 ans aussi. J'avais cette pensée, cette angoisse. Je disais, ne pars pas. S'il te plaît. Ne pars pas. Ne pars pas. Je pensais que tu n'allais même pas revenir. Je pensais que tu allais rester chez ta tante. Parce que je ne voulais pas que tu me voies partir. Il voulait que j'arrive et que ses affaires ne soient plus là. Comme mon père avait fait avec moi. Mon Dieu. Dans ma tête, c'était comme une avenue bondée. Ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Je disais, non. Ne pars pas. Ne pars pas. Ne pars pas. Ne pars pas. Il a ouvert la porte. Il est descendu les escaliers. Je me suis allongée sur le canapé. Je me suis évanouie. Je criais tellement que je pleurais. J'ai pleuré. J'ai pleuré tellement. J'ai pleuré tellement. J'ai pleuré tellement que je passais des nuits et des nuits et des nuits à pleurer. Il est parti le 26 octobre. Je me souviens comme si c'était hier. Moi allongée sur le canapé. Pleurant. Ne sachant pas quoi faire. Seule dans un appartement. J'ai envoyé un message à sa mère. J'ai dit, Julien arrive chez vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il arrive, vous parlez avec lui. Je suis restée ce jour-là dans la maison. Je suis restée le dimanche dans la maison. Je me sentais mal. Il venait à la maison tous les jours. Même en vivant chez sa mère. Il venait. On parlait. Il disait qu'on allait prier. Qu'on allait réconcilier notre mariage. Qu'il était juste parti pour me donner du temps. Il venait toujours tous les jours.
Il sortait du travail et passait à la maison. Sortait du travail et passait à la maison. On parlait. Il dit night. On avait cette relation. Le 29 octobre, il est venu à la maison chercher ses vêtements. Ses vêtements neufs. Les chaussures neuves. Le haut neuf. Tout neuf. Il est venu chercher ça. J'ai vu. J'ai dit, pourquoi tu prends tes vêtements neufs? Il était venu juste pour chercher ses vêtements. Parce que tous ses vêtements étaient là. Il est venu juste pour chercher ses vêtements. Il a dit, non, parce qu'il y a un fournisseur aujourd'hui au travail. Demain au travail. Je veux être bien présentable. Mais tu travailles dans un entrepôt logistique. Tu n'as pas besoin d'être en chaussures de ville. Tu dois être en chaussures de sécurité. Parce que dans un entrepôt, on travaille avec des chaussures de sécurité. C'est parce que je veux être présentable. Ces gens viennent de l'extérieur. Mais tu dois être en uniforme. Non. C'est parce que je veux être présentable. Il a pris les vêtements. Le lendemain, c'était son anniversaire à elle. Où était-il? À sa fête d'anniversaire. À cette fête d'anniversaire, j'ai reçu le témoignage d'une personne qui était à la fête. Ils ont chanté avec qui Manon va-t-elle se marier? En disant son nom. Le temps a passé. Il continuait à me rendre visite à la maison. Il venait me voir. J'étais enfermée toute la journée dans l'appartement. Je travaillais pendant la journée. Je restais toute la nuit éveillée, sans dormir, à me sentir mal. Lui venait me voir. Il m'emmenait sortir. On sortait. On parlait beaucoup. J'allais chez sa mère. Notre relation continuait. Il disait, non, on va prier. Ça va marcher. C'est juste le moment qu'on traverse. On va continuer à chercher Dieu. Moi, je cherchais Dieu dans la maison pour que Dieu réconcilie mon mariage. Parce que même avec la trahison, parce que je pensais que c'était une seule fois, je voulais lui pardonner. Je ne vais pas mentir. Je voulais pardonner. Je voulais retrouver mon mari à la maison. Il venait me voir beaucoup. Le 5 décembre, j'ai eu un doute. Je pensais être enceinte. Mes règles étaient en retard depuis très longtemps. Quand je suis allée lui dire, « Julien, je pense que je suis enceinte. Mes règles sont en retard depuis longtemps. » Tu es sûr? Je ne sais pas parce que je n'ai pas encore fait de test. Mais c'est en retard. Je ne te l'ai pas dit. Il m'a insulté. Ma angili. Ma angili. Tu ne comprends pas le moment que je traverse. Regarde les choses que j'ai faites avec toi. Je t'ai trompé. Julien, je t'ai déjà pardonné. Reviens à la maison. On continue notre vie. Non. Je ne sais pas quoi. Il m'a insulté. Qu'est-ce que tu penses de moi enceinte? C'est une nouvelle catastrophique. Je vais devoir parler à ma mère. Je me suis dit, pourquoi il doit parler à sa mère si je suis enceinte? Je ne comprends pas. C'est parce que l'autre était déjà enceinte. L'autre fréquentait déjà la maison de sa mère. Moi enceinte, ça ferait 2 enfants qu'il aurait en même temps. Oui, pour lui, c'était vraiment une nouvelle catastrophique. Je me souviens être allée chez ma médecin. Elle m'a demandé des examens. Je n'étais pas enceinte. Je lui ai dit. Il est redevenu normal avec moi. Parce que tant que je pensais être enceinte, il avait paniqué en disant que c'était une très mauvaise nouvelle. En novembre, je me suis sentie très mal. Il y a eu un jour férié en novembre. Je suis allée à Colmar toute seule en voiture pour me calmer la tête. Parce que je restais enfermée dans la chambre. Dans la maison. À pleurer. Il a dit qu'il travaillait ce jour-là. Je suis allée à Colmar. Je suis restée toute la journée là-bas. Le week-end suivant, elle est allée à Colmar. Elle a posté dans ses stories Instagram, « Visite en Colmar pour la première fois avec ma petite puce et aux yeux de mon photographe préféré. » Elle a pris des photos dans les endroits où je prends des photos. Dans les endroits que je connais. Des entrées qui ne sont pas des entrées que tout le monde connaît. Des entrées gratuites à Colmar. Seules les personnes qui visitent là-bas connaissent. Si elle visitait Colmar pour la première fois, elle ne connaîtrait pas ces endroits où elle est allée prendre des photos. Qui a pris des photos de cette fille à Colmar? C'est qui cette petite puce? C'est son chien. Qui est avec elle? Qui est le photographe préféré? Il l'a emmenée à Colmar. Dans ma ville préférée. Il l'a emmenée à tous les endroits que j'aime. Très probablement, il l'a emmenée manger le brownie et le chocolat suisse que je lui avais fait découvrir. Ça me fait tellement mal. Parce que c'est ma vie. C'est mon histoire. Ce sont les choses qu'on a vécues. Je pense qu'il n'avait pas le droit d'emmener sa maîtresse vivre les choses que j'ai vécues. Faire les choses que j'aime faire. Cette personne est tellement bizarre. Elle se coiffe comme moi. Elle a un tatouage comme le mien. Elle essaie de parler comme moi. Elle s'est inscrite dans la même formation que celle où je suis diplômée. Elle se fait passer pour la même profession que la mienne. C'est bizarre. J'ai vraiment pitié de cette personne. Vraiment pitié. Malheureusement. Décembre est passé. J'avais une chirurgie à faire. J'allais faire une réduction mammaire. Il est venu à l'hôpital.
Ma tante m'a envoyé un message. J'ai fait la réduction. Il est venu à l'hôpital. Il m'a traité comme une épouse. Il m'a embrassée. Il était là à mes côtés. Il a parlé avec moi. Je suis rentrée à la maison. Il est venu chez ma tante. Je suis restée chez ma tante. Il est resté là avec moi. Il m'a accompagnée. Son anniversaire est arrivé. Le 26 décembre, c'est son anniversaire. Le mien, c'est le 28 décembre. Nos anniversaires sont proches. J'ai fait un hommage pour lui sur mon Instagram. Pour lui souhaiter bon anniversaire. Il ne l'a pas republié dans ses stories. J'ai demandé, Julien? Ce n'était pas une chose d'amour. J'avais fait quelque chose de très joli. De très bien. Non, je ne republie rien de personne. C'est parce que je ne vais pas très bien. Je ne suis pas très bien pour fêter un anniversaire. Je ne me sens pas très bien. D'accord. Passé. À mon anniversaire, il n'a fait aucun post pour me souhaiter bon anniversaire. Mais il m'a envoyé un texte énorme disant qu'il m'aimait. Que j'étais l'amour de sa vie. Bon anniversaire. Tu ne vas rien poster pour moi le jour de mon anniversaire. Non. Oh là là, tu dis comment. Je crois que je vais supprimer cet Instagram. Je n'en peux plus. Tu sais quoi? C'est fini entre nous. C'est fini. Tout est fini. Ça suffit. Je n'en peux plus de cette pression. Comme ça. Avant nos anniversaires, le 24 décembre, j'ai passé Noël toute seule. Je n'avais personne avec qui passer Noël. J'ai découvert après qu'il n'avait pas passé Noël avec moi parce qu'elle était venue de sa ville à Nantes pour passer Noël chez sa sœur. Je pensais que j'allais passer Noël chez ma belle-sœur. Noël est très important pour moi. C'est la date la plus importante de l'année. Parce que j'aime Noël. La famille. Ces choses-là. J'attendais l'invitation pour aller à Noël. Parce qu'on traversait juste un moment difficile. Il se comportait encore comme mon époux. Il ne m'a pas invité à passer Noël. Il m'a envoyé un message de Noël disant « C'est horrible, Noël sans toi ». Parce qu'il était déjà avec elle chez ma belle-sœur à passer Noël. Mon anniversaire est arrivé. Il a dit qu'il ne voulait plus rien avec moi. Ça s'est passé pendant que j'étais en convalescence après ma chirurgie. Allongée dans un lit à pleurer. Ma tante me donnait des médicaments pour me calmer. Lui disant ce genre de choses. Ça a passé. Janvier est arrivé. En janvier, j'ai beaucoup prié Dieu pour qu'il ouvre une porte. Une fenêtre. Parce que j'étais très blessée. Je traînais beaucoup de choses. J'avais beaucoup de problèmes. Pendant cette période de janvier, je suis restée chez ma tante. Parce que j'étais en convalescence après la chirurgie que j'avais faite. J'ai fait la chirurgie le 26 décembre. Je suis restée tout janvier chez ma tante en convalescence. Ma convalescence s'est plutôt bien passée. Mais je restais beaucoup allongée. Parce que j'étais très fragilisée. Je ne mangeais pas correctement. Encore aujourd'hui, je ne mange pas correctement. Je ne m'alimentais pas. Je ne faisais que pleurer. Je ne faisais que dormir. Je cherchais Dieu. Pour que Dieu fasse quelque chose. Tout janvier a été comme ça. Son excuse pour ne pas venir me voir, c'est qu'il avait trop honte devant ma famille. Mais on devait continuer à prier parce que Dieu allait réconcilier notre mariage. En février, je suis retournée chez moi. Je me souviens que le 2 février, je lui ai envoyé un message. Viens me voir. J'ai envie de te voir. Ah non. Je suis à la salle de sport. J'ai la tête un peu ailleurs. S'il te plaît, viens. J'ai envie de te voir. Aujourd'hui, je ne vais pas passer. Mais je passerai te voir plus tard. J'ai aussi très envie de te voir. Je me souviens avoir dit, mais j'ai envie de toi. Ah, moi aussi. Mais ces choses qui se passent, je ne pense même pas à ça. Ma tête est très... Il a dit qu'il ne pensait pas au sexe. Ne pensait à rien de tout ça. Parce que sa tête était très traumatisée par tout ce qui s'était passé. Il essayait de bien tout raisonner. Mais qu'il passerait toujours me voir. Mais qu'il ne pensait pas au sexe ni à ces choses. Parce qu'il se sentait très mal. Je me suis endormie. J'étais blessée. Il n'était pas venu me voir. J'étais à la maison. Il n'était pas venu me voir. Cette nuit-là, je me souviens m'être réveillée vers 4 ou 5 heures du matin. J'ai eu une conversation très sincère avec Dieu. J'ai dit, Dieu, tu es là. Tu vois toute cette histoire. S'il y a quelque chose de caché, montre-le-moi. Parce que je n'en peux plus. Même si tout ça, Dieu me l'avait déjà montré. Je l'aimais trop pour comprendre qu'il était avec quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas l'accepter. Ses mensonges me réconfortaient. Je pensais vraiment qu'il allait mal. Il disait qu'il avait commencé une thérapie. Qu'il avait cherché un psychologue. Qu'il suivait un traitement pour se comprendre. Pour comprendre pourquoi il m'avait trompé. Parce que ça n'avait jamais été dans son caractère. Qu'il était quelqu'un de très intègre. Les mensonges qu'il me racontait me confortaient. Parce que j'avais passé des années avec lui. Ça me convainquait. Dieu, s'il te plaît, si tu es là et que tu m'écoutes, montre-moi ce qui est caché. Parce que je n'en peux plus. Je suis mariée avec lui.
Le type dit qu'il prie, qu'il cherche Dieu, qu'il va voir un psychologue, qu'il lit l'Évangile selon Matthieu. Et il ne rentre pas à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis endormie. J'ai dormi du sommeil du juste. Je me suis réveillée à 8 heures. Je commence le travail à 8 heures. J'ai dit aux filles que j'allais arriver un peu en retard. Parce que je venais de me réveiller. Non, détends-toi. C'est bon. Je me prepare. Je mets toujours de la musique pour me préparer. Je sors de la maison. Je vais au travail. Ce jour-là, j'ai décidé d'ouvrir Instagram. Je n'avais rien cherché. Je n'avais rien fait. J'ai juste ouvert Instagram. Ça a ouvert directement sur la page de son entreprise. Une vidéo complètement aléatoire est apparue. Quelle vidéo bizarre. Pourquoi cette vidéo est sur cette page? J'ai fait défiler. Une vidéo d'elle est apparue. Elle était de profil. Je me suis dit, cette fille est enceinte. J'ai quitté Instagram. J'ai appelé Julien. Julien, tout va bien? Bonjour. Lui avec son petit surnom affectueux pour moi, comme toujours. Oui, tout va bien? Bonjour. Comment vas-tu? Comment ça s'est passé? Je t'appelle parce que j'ai vu sur l'Instagram de ton entreprise. Manon. Elle est enceinte. Il est resté muet. Il a dit, là, ce n'est pas le meilleur endroit pour parler. Tu vas me parler maintenant. Parce que si tu ne me parles pas, je descends dans cette ville pour découvrir ce qui se passe. Elle est enceinte. J'ai dit, l'enfant est de toi? Oui. J'ai dit, quand tu comptais me dire que tu allais être père. Non. Attends. Elle est enceinte, mais je ne suis pas avec elle. Je suis juste allée dans la ville pour assumer l'enfant. J'ai parlé avec sa famille. Mais je suis entrée et je suis sortie en courant. Je ne suis même pas restée dans la maison. Parce que sa maison est tout en désordre. Je n'aime pas y aller. Julian. Cet enfant est à toi? Tu es sûr que cet enfant est à toi? Je crois que oui. Je pleurai. D'accord. J'ai raccroché. Je suis restée à penser. À pleurer. Les larmes coulaient. Calant. Calme-toi. Je dois respirer. J'avais déjà traqué toute la vie de cette fille. J'ai pris le numéro de sa sœur qui a un commerce dans la ville. J'ai appelé. Bonjour, vous ne me connaissez pas. Je suis Camille. J'appelle pour vous dire que votre sœur est enceinte de mon mari. Quoi? Oui. Vous savez que votre sœur est enceinte de mon mari. Julian? Oui. Mais Julien sort avec ma sœur depuis très longtemps. Mon sol s'est ouvert. Elle a même passé Noël avec lui chez votre belle-mère. Ma fille va tous les week-ends chez votre belle-mère pour jouer avec votre nièce. Ils sont allés à Colmar. Ils sont allés au parc aquatique. Tous les week-ends, ma sœur va chez vous. Ils sortent ensemble depuis très longtemps. J'ai raccroché. J'ai rappelé Julien. Je viens de parler avec la sœur de ta maîtresse. Elle m'a confirmé que vous êtes ensemble. Pourquoi tu l'as appelée? Pourquoi tu ne m'as pas demandé? Tout ce que tu me demandes, je te réponds. Ah bon? J'attends depuis octobre une réponse ici. Tu allais vraiment me le dire? Alors d'accord. Mais maintenant, je te demande. Tu es vraiment en couple avec elle? Oui. Quand tu comptais me dire que tu sortais avec elle? C'est parce que je ne voulais pas te blesser. Je ne voulais pas te faire de mal. Je voulais que la poussière retombe d'abord pour qu'on s'asseye et qu'on parle. Je ne veux pas que tu ailles mal. C'est parce que je ne voulais pas te faire de mal du tout. Julien, tu sors avec quelqu'un d'autre? Oui. Et je couche avec elle tous les jours. J'ai raccroché. Je suis allée au travail complètement folle. J'étais très mal. Je suis rentrée à la maison. J'ai mal dormi. En fait, je n'ai pas dormi. J'ai pleuré toute la nuit. Le lendemain, je me suis dit, je crois que je vais continuer ma vie. Je ne veux plus de ça. Cette histoire est finie. Le lendemain, je reçois la nouvelle. Vers 13 heures. Mon grand-père vient de décéder dans la ville de ma mère. Je dois partir en courant dans la ville de ma mère pour aller aux funérailles de mon grand-père. J'étais très mal aux funérailles. J'ai essayé d'attenter à ma vie. Ma famille m'a beaucoup soutenue. J'étais devenue folle. Parce que j'étais déjà dans le deuil de mon père. J'avais découvert la trahison. J'avais eu une MIP. J'avais découvert la grossesse. Mon grand-père était mort. J'avais fait une chirurgie. C'était trop de choses. J'étais très mal. Très mal. Je me souviens avoir tellement pleuré. J'ai dit, maman, je veux divorcer. Tu ne seras pas fâchée? Jamais je ne serai fâchée que tu divorces. Parce que le mariage, c'est tellement sérieux. Mais ce n'est pas ta faute. Je me souviens lui avoir dit, je crois que je veux divorcer. Il m'a dit, non. Attendons que la poussière retombe pour qu'on s'asseye et qu'on parle. Attendons que les choses soient un peu plus équilibrées et tout ira bien. J'ai dit, c'est vrai. Attendons que la poussière retombe. Je ne vais pas divorcer.
Et nos alliances? Ah, j'ai gardé les alliances. Attends que tout ça finisse. Attends que tout ça passe. On vas a sauir. On va parler. On vas a relaver. Moi, tombant encore dans le panneau. Croyant encore à cette conversation. C'est là que j'ai dit, je veux vraiment divorcer. Je lui ai dit, je veux le divorce. D'accord. Mais le mariage, c'est quelque chose de très sérieux. Réfléchis d'abord. Dans ma tête, ça tournait, mais ce que tu as fait aussi est très sérieux. C'est mal? J'ai dit, cherche un avocat. Parce que je ne vais pas payer pour le divorce. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est toi qui vas payer. Je vais attendre. Je suis allée à mon rendez-vous avec ma psychologue. Je lui ai tout raconté. Elle m'a dit, Camille, je ne veux pas m'immiscer dans ta vie. Mais jusqu'à quand vas-tu laisser Julien prendre les décisions? Pourquoi tu ne trouves pas toi-même un moyen de demander le divorce? D'introduire la demande de divorce? De faire ce qu'il faut faire toute seule? Tu es entre ses mains. Tu l'as toujours été. Tu as attendu tout ce temps une réponse de lui qui n'est jamais venue. Et tu vas attendre maintenant la réponse pour ton divorce? Tu ne penses pas qu'il est temps d'être libéré? D'être libre? Je lui ai dit, c'est vrai. Je suis allée toute seule. J'ai cherché une avocate toute seule. J'ai fait les démarches toute seule. L'avocate a contacté Julien. Il m'a appelé furieux. Pourquoi tu cherches un avocat? Je ne t'ai pas dit que j'allais m'en occuper? Que j'allais régler? Tu paies cher cette femme? Il me criait dessus. Tu vas voir. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je t'ai déjà dit d'attendre. Ce n'est pas comme ça. Attendons que la poussière retombe. Il était furieux que je demande le divorce. J'ai dit, non. Mais je veux. Je me souviens avoir eu très peur. Mon avocate m'a encouragée. Elle a dit, non. Tu ne vas pas reculer. Tu vas avancer. Parce que j'avais beaucoup plus peur de lui que de ma décision. Je remercie tellement Dieu. L'avocate. La psychologue. Qui sont arrivées dans ma vie. Parce qu'elles ont été des femmes fortes. Qui l'ont remis à sa place. Qui m'ont amené là où j'arrive. Parce que si elles n'avaient pas dit, réveille-toi. On va introduire la demande de divorce. On va faire comme ça. Je pense que je serais encore allongée dans une chambre à pleurer. Ce sont des femmes qui m'ont relevée. Qui m'ont aidée. Quand il a vraiment découvert que j'allais divorcer, même comme ça, il a voulu me voir pour parler. Je n'ai pas voulu le voir. Je ne voulais plus le voir. Un jour, il a beaucoup insisté. J'ai dit, je te vois. Mais maintenant, à 18h30. Si tu veux. Je ne peux pas à cette heure-là. Alors je ne peux pas te voir. Mais je peux t'appeler? Tu peux. On a tout réglé par téléphone. Comment on allait diviser les biens. Comment tout allait se passer. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus rien savoir de ta vie. Et tu ne sais plus rien de la mienne. On avance chacun de notre côté. Même comme ça, il a continué à me traiter avec des petits surnoms affectueux. À m'envoyer bonjour. À me demander comment j'allais. À continuer à me chercher. Jusqu'à récemment. Il y a quelques jours. J'ai découvert que je pensais que c'était une seule fois qu'ils avaient couché ensemble. Que c'était un accident. La grossesse. Que c'était après la mort de mon père. J'ai découvert que non. Que les deux étaient ensemble depuis 2023. Depuis qu'il était arrivé là-bas. Il s'était impliqué avec elle. Ce n'était pas une seule fois qu'ils avaient couché ensemble. Il avait déjà disparu pour l'entreprise. Il était son petit ami là-bas. Il était marié. Son petit ami à elle à Nantes. Il était mon mari. Ils allaient à la salle de sport comme deux amoureux. Je ne sais même pas s'il travaillait tard les samedis. Ce qu'il faisait là-bas. Mais il était son petit ami depuis 2023. Marié avec moi. C'est là que je me suis dit, mon Dieu, comment c'est possible? Il m'avait dit que c'était une seule fois. Mais non. Il avait toujours été avec elle. Il m'avait toujours menti. Il m'avait toujours ramené des choses de la rue. J'allais toujours chez le gynécologue. J'ai commencé à mieux comprendre. Les choses ne sont devenues graves que quand j'ai vraiment attrapé la MIP. Mais ils sortaient ensemble depuis très longtemps. Toute l'entreprise savait. Tout le monde soutenait. Les gens de la famille d'elle savaient déjà. Tout le monde savait qu'il était marié. Tout le monde soutenait leur relation. Quand j'ai tout découvert, les personnes de son entreprise avec qui j'ai pris contact m'ont encouragé à avancer. À abandonner mon mariage. La famille de lui a soutenu l'abandon du mariage. Pour que j'avance. Pourquoi? Parce que tout le monde savait déjà qu'il sortait avec elle. Qu'il l'aimait. Que c'était avec elle qu'il voulait être. C'est pour ça que ça a été si facile pour la famille d'accepter. De ne pas prendre contact avec moi pour me demander si j'allais bien. C'est pour ça que ça a été facile pour les gens de l'entreprise de dire « Continue ta vie ». Parce que tout le monde savait que les deux sortaient ensemble. Sauf moi. Maintenant, je continue ma vie. Je vais de l'avant. Je vais bien. J'essaie de me rétablir du mieux que je peux. Ça va marcher. J'y crois.
On est dans le processus de divorce. L'appartement a déjà été vendu. Il est déjà dans les procédures de la banque. Le divorce va bientôt sortir aussi. On n'a pas encore divorcé parce que c'est récent. Tout ce qui s'est passé, c'était en février. On est en avril. Maintenant, c'est juste signer le divorce. Je ne sais pas encore comment ça va être à partir de maintenant. Mais j'espère que ce sera beau à partir de maintenant. Mon histoire. J'espère vraiment me rétablir bien des deuils, des blessures, des tristesses. De tout ce que j'ai traversé. Je pense que ce que j'ai traversé, personne ne le mérite. Personne ne le mérite. Personne ne le méritait. Je pense que c'était une simple conversation. Un dialogue. Je ne méritais pas ça. Mais puisque c'est arrivé, que ce soit ainsi. J'espère être une alerte pour d'autres femmes. Pour qu'elles reconnaissent les signaux. Pour qu'elles comprennent quand les choses ne vont pas bien. Que les femmes comprennent ce qu'est la dépendance affective. Parce que si je n'avais pas eu de dépendance affective, peut-être que j'aurais déjà quitté tout ça. Mais expliquer ça à une fille qui a été abandonnée par son père. Et qui a mis tous ses espoirs dans un homme qu'elle pensait être l'amour de sa vie. Si je vous raconte cette histoire, c'est pour que vous reconnaissiez les signaux que j'ai ignorés. Drapeau triangulaire sur poteau, les signaux d'alerte que j'ai ignorés. Le téléphone devient secret, face contre la table, film de confidentialité, sous l'oreiller la nuit, refus de répondre aux appels en visio, changement radical d'hygiène personnelle, douche longue et fréquente, 2 par jour, épilation quotidienne alors qu'avant il s'en fichait, obsession soudaine pour l'apparence, parfum à 700 €, vêtements moulants pour un travail d'entrepôt, montre de luxe, dernier iPhone et distance géographique stratégique, salle de sport à 70 km. Pour plus de praticité, alors qu'on en avait une dans le quartier conversation supprimée, il efface systématiquement les conversations avec une collègue en prétextant que ce sont des choses professionnelles, isolation progressive. Je ne connais plus personne de son nouveau travail, contrairement à avant où je connaissais tous ses collègues critiques sur mon corps, commentaires blessants déguisés en plaisanterie, me comparant à un réfrigérateur. Refus soudain d'avoir des enfants. Changement radical de position, avec menace. Tu te débrouilleras seul avec cet enfant, appel à des heures étranges, appel vidéo depuis la salle de bain pendant qu'on est en voyage en famille, présence de collègues dans notre vie privée. Ces collègues qui viennent fêter dans notre quartier à 70 km de leur ville, réaction disproportionnée, colère extrême quand je trouve un avocat pour le divorce, alors qu'il m'a trompé, visite des lieux sacrés avec l'autre, il emmène sa maîtresse à Colmar, ma ville préférée, aux mêmes endroits que moi, infection à répétition, visite fréquente chez le gynécologue, infection que je mets sur le compte du stérilet, fausse promesse spirituelle. On va prier ensemble pour sauver notre mariage pendant qu'il vit avec l'autre, la famille qui sait. Sa famille accepte trop facilement la séparation, ne prend pas de nouvelles, parce qu'elle savait déjà tout. Coche épaisse blanche ce qu'il faut faire. Écoutez votre intuition. Si votre cœur vous dit que quelque chose ne va pas, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Vérifier les faits, ne vous contentez pas des explications. J'aurais dû appeler directement l'entreprise, plutôt consulter un médecin en cas d'infection. Les IST et MIP ne viennent pas de nulle part. Demandez des examens complets, gardez des preuves, photos des conversations, capture d'écran, tout ce qui pourra servir pour le divorce. Cherchez du soutien professionnel, psychologue, avocate. Ces 2 femmes m'ont sauvé la vie. Ne pas attendre que la poussière retombe, c'est une tactique de manipulation. Agissez maintenant, protégez vos finances. Notre appartement était à son nom. J'ai eu de la chance qu'il accepte de vendre. Ne faites pas cette erreur, documentez tout, date, heure, conversation. Tout peut servir. Parler à votre famille, ne restez pas isolé. J'aurais dû parler plus tôt à ma mère, se faire tester régulièrement, surtout si vous avez des infections à répétition. Une MIP peut rendre stérile. Crois ce qu'il ne faut jamais faire. Ne croyez pas, oh c'était qu'une fois, c'était depuis 2023. Ils mentent toujours sur la durée. Ne vous effacez pas, j'ai arrêté de raconter ma journée, mes rêves, mes projets. Ne disparaissez pas de votre propre vie, ne laissez personne prendre les décisions à votre place, même pour le divorce. Prenez les devants et n'acceptez pas les justifications spirituelles. On va prier ensemble pendant qu'il est avec l'autre? C'est de la manipulation pure. Ne restez pas pour sauver le mariage, un mariage ne se sauve pas seul. Et vous ne pouvez pas sauver ce qui est déjà mort. Ne pardonnez pas sans action concrète, le pardon sans changement, c'est juste accepter d'être maltraité. Ne mettez pas tout à son nom, maison, voiture, compte. Même si vous vous aimez pour toujours, n'ignorez pas les changements de comportement. Le téléphone retourné, c'est le premier signal. Ne l'ignorez jamais, ne restez pas par peur de l'abandon. J'étais terrorisée de revivre l'abandon de mon père. Mais rester était pire et n'attendez pas qu'il parte, prenez les devants. C'est vous qui devez décider de votre vie. Ampoule électrique, ce que j'ai appris. Sur la dépendance affective. Elle vient souvent de traumatismes d'enfance. Mon père qui est parti, elle vous fait accepter l'inacceptable et elle se soigne en thérapie, pas en trouvant le bon partenaire. Sur les signaux. Le premier signal est toujours le bon quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment. Croyez-le, votre corps c'est avant votre tête, mes infections, mon anxiété. Sur le pardon.
Pardonner ne veut pas dire rester, on peut pardonner quelqu'un et quand même le quitter. Le pardon, c'est pour vous libérer, pas pour libérer l'autre de ses responsabilités. Sur la force? Je ne savais pas que j'étais forte jusqu'à ce que je sois obligée de l'être. Demander de l'aide, c'est de la force, pas de la faiblesse. Partir, c'est aussi un acte de courage. Et faire un carré si vous vivez ça maintenant. Numéros utiles en France. 3919, Violence Femmes Info, appel gratuit et anonyme, 116 006, numéro d'aide aux victimes 15, SAMU en cas d'urgence médicale, pour les infections, MIP. Association. SOS Femmes, la Maison des Femmes, planning familial, pour le suivi gynécologique et le soutien, France Victimes. Démarche légale. Trouvez un avocat spécialisé en droit de la famille. Renseignez-vous sur l'aide juridictionnelle si vous n'avez pas les moyens. Rassemblez tous les documents. Acte de propriété, relevé bancaire, preuve de l'infidélité. Pour les infections sexuellement transmissibles, les rapports médicaux peuvent servir de preuve. Soutien psychologique. Trouvez un psychologue spécialisé en trauma et dépendance affective. Les centres médico-psychologiques, CMP, offrent des consultations gratuites. Les groupes de parole peuvent énormément aider. Vous n'êtes pas folle. Quand votre corps se met à trembler. Quand vous ne dormez plus. Quand vous cherchez la vérité partout. Quand votre cœur bat trop fort devant un téléphone retourné. Vous n'êtes pas folle. Votre intuition sait. Elle sait avant que votre tête accepte. Elle sait avant que vous ayez les preuves. Elle sait parce qu'elle vous protège. Écoutez-la. Ne faites pas comme moi. Ne laissez pas passer des mois à vous dire que c'est dans votre tête. Ne laissez personne vous convaincre que vous êtes parano. Ne vous effacez pas pour qu'il ait de la place pour une autre. L'amour ne fait pas mal comme ça. L'amour ne rend pas malade comme ça. L'amour ne vous fait pas pleurer toutes les nuits comme ça. Si je me reconstruis, vous pouvez vous reconstruire. Si je suis parti, vous pouvez partir. Si j'ai survécu, vous survivrez. Un jour à la fois.